Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les préfets, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les membres de la famille, Mesdames et Messieurs vos grades et qualités, chers amis, la haine seule ne suffit pas. La haine seule ne suffit pas pour faire condamner un homme contre toutes les évidences, pour lui faire subir l'humiliation irréparable de la dégradation publique, pour le déporter à l'autre bout du monde, enfermé sur un morceau de roche basaltique. La haine seule ne suffit pas pour faire disparaître un homme derrière l'identité à laquelle on veut le réduire. Mort aux Juifs. Cette phrase qui a poursuivi Alfred Dreyfus durant toute sa vie et dont on ne sait pas si on doit l'entendre au singulier ou au pluriel, la haine seule ne suffit pas pour qu'un pays entier fasse d'un homme le bouc émissaire de sa propre déchéance morale. La haine seule ne suffit pas pour que le capitaine Alfred Dreyfus devienne l'affaire Dreyfus. Cette haine trouve son soutien dans des forces qui mettent à disposition tous leurs moyens pour l'attiser. Des médias qui se compromettent dans le mensonge et la délation, soit par conviction, soit par paresse, soit par cynisme, parce que cette image du traître juif est à même de faire vendre du papier. Il faut des hommes de pouvoir prêts à corrompre le sens même de leur engagement, pour masquer leurs errements, des membres de l'état-major, des élus, des ministres et des hauts fonctionnaires qui sont le visage d'un antisémitisme rampant. Il faut des relais partout dans notre société, des industriels, des financiers, des intellectuels, des écrivains qui alimentent la machine à broyer les hommes et leur dignité. Ce n'est pas une erreur judiciaire quand tout un système s'acharne contre un homme, c'est un crime d'État. Une blessure profonde dans notre histoire qui a vu s'affronter la raison contre le complot, la vérité contre le mensonge, la République contre ceux qui voulaient la battre. C'est un espoir aussi, celui que la France se grandit lorsqu'elle sait reconnaître ses erreurs, quand notre République se renforce dans l'épreuve, quand chacun de nous, plus aucun doute ne doit être permis sur l'affaire Dreyfus. De l'accusation contre Dreyfus, il ne reste rien debout et ne subsiste rien pouvant lui être imputé à crime ou délit. Tel est l'arrêt définitif rendu il y a 120 ans, jour pour jour, ici même, à l'intérieur des murs de la Cour de cassation. La plus haute juridiction française a su rendre son innocence à un homme qui n'a jamais cessé de la clamer. Alfred Dreyfus, l'officier Dreyfus, pur produit de la méritocratie républicaine, celui qui s'est promis de servir son pays meurtri par la débâcle, celui qui a quitté son Alsace natale, la terre de ses ancêtres devenue allemande, pour rejoindre la France, celui qui s'est encore battu pour elle sur le chemin des dames, tellement patriote qu'il se réengage en 14 à l'âge de 55 ans. Un idéaliste entré dans l'armée comme on entre dans les ordres, un rêve français, comme le décrit son biographe Vincent Duclerc. Si la haine seule ne suffit pas à faire condamner un innocent, le courage, même s'il est infini, l'intégrité, même si elle est intangible, la confiance, même si elle est inébranlable, ne suffisent pas à sa réhabilitation. Il faut tout un peuple pour rendre justice. Il faut des éclaireurs, évidemment, Bernard Lazare, Émile Zola. Il faut des héros, Georges Picard, Edgar Demange. Il faut aussi des convertis, tels Clémenceau. Il faut des hommes d'État, Jean Jaurès, Auguste Scheurer-Kestner. Il faut évidemment une famille unie dont je salue la présence aujourd'hui. L'affaire Dreyfus a été un appel à la citoyenneté, un appel à l'esprit critique, à l'exigence civique, un rappel que la démocratie n'est jamais acquise, qu'il faut la réinventer à chaque génération, qu'il faut la faire vivre, que chaque citoyenne et chaque citoyen sache que sa disparition lui enlèverait des droits, de liberté, de possible. Après 40 ans d'errance, depuis l'atelier dans lequel le dessinateur et sculpteur Tim l'a créé, en passant par le jardin des Tuileries, la pièce Pierre Laffut, l'école militaire dans laquelle elle ne sera jamais installée. Voilà aujourd'hui le capitaine Dreyfus qui se tient debout, le sabre brisé,
au cœur de la capitale de ce pays qui a su lui rendre son honneur. Il a retrouvé sa place dans l'histoire de France et dans la pierre de Paris. Mais comme le disait le président de la République Jacques Chirac le 12 juillet 2006, à l'occasion du centenaire de la réhabilitation de Dreyfus, le combat contre les forces obscures, l'injustice, l'intolérance et la haine n'est jamais définitivement gagné. Alors il faut se battre. Dans ce moment singulier de notre histoire où la haine se répand, plus vite que jamais auparavant, où le rejet de l'autre mobilise à nouveau des foules anonymes et violentes, où des forces puissantes mettent à disposition leur fortune et leur influence au profit de la division, il faut se battre, il faut tenir, il faut résister. Paris doit être à la hauteur des valeurs qui l'ont fondé. On ne peut pas honorer le courage de toutes celles et ceux qui se sont battus pour la justice et la liberté. On ne peut pas commémorer la reconnaissance de l'innocence d'Alfred Dreyfus et fermer les yeux sur ceux qui ont été les artisans de la haine et du mensonge. C'est pourquoi j'ai décidé de débaptiser une place parisienne qui porte le nom de celui qui disait dans son pamphlet antisémite Ce que j'ai vu à Rennes, que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. Comme le formule Jean-Pierre Rioux, Maurice Barrès était un anti-dreyfusard d'instinct, mais surtout un anti-dreyfusard de raison. Barrès décida sciemment et cyniquement de ne jamais reconnaître la vérité. Maurice Barrès, le prince des lettres, qui a dévoyé son immense talent pour déshonorer ce pays qu'il aimait pourtant tant, la France, pour faire condamner son serviteur le plus intègre et le plus dévoué, Alfred Dreyfus, un citoyen français patriote. Cette place sera désormais nommée Lucie Dreyfus, sa femme qui aura été une actrice centrale de cette affaire. Pas seulement une épouse au soutien de son mari, mais une femme à la détermination sans faille, une force morale, un exemple de droiture durant ce qu'Alfred Dreyfus a intitulé « 5 années de ma vie » et qui sont en fait 5 années de leur vie. Quand l'honneur me sera rendu, alors seulement, ma bonne chérie, nous aurons le droit de nous retirer. Nous vivrons pour nous, loin des bruits du monde. Cette promesse d'Alfred à Lucie, échangée dans une des très nombreuses lettres écrites durant sa captivité et ô combien émouvante, n'a pu être tenue que par l'engagement de cette France qui ne transige pas avec ses valeurs. Et qu'il soit donc honoré, qu'il soit vénéré, l'homme élu par la souffrance en qui la communion universelle vient de se faire. Dans cette lettre d'Émile Zola à Lucie Dreyfus, Paris dans l'aurore du 22 septembre 1899, l'écrivain nous rappelle à notre devoir de mémoire la mémoire de l'innocence du capitaine Dreyfus, la mémoire de la grandeur du capitaine Dreyfus, la mémoire de Lucie Dreyfus qui s'est battue pour qu'elle soit établie. Par ce geste, Paris veut signifier à toutes celles et tous ceux qui portent des discours de haine qu'ils nous retrouverons toujours face à eux. Notre ville dit aussi à toutes celles et à tous ceux qui se battent pour une cause juste, partout en France et dans le monde, que nous serons toujours avec eux. Merci au président de la République d'avoir rendu cette cérémonie possible. Merci au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Merci à tous ceux qui ont combattu pour que la grandeur du capitaine Dreyfus soit reconnue. Merci à toutes et à tous d'être ici. Je vous demande d'accueillir à présent Monsieur Dreyfus, petit-fils d'Alfred Dreyfus, pour son témoignage au nom de la famille. Monsieur le Président de la République, Monsieur le maire de Paris, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, le 17 janvier 1895, Alfred Dreyfus, condamné à la prison à vie pour un crime qu'il n'avait